Bien, merci Madame la Présidente. Pardonnez-moi pour mon horaire un peu tardif. Il était initialement prévu que le membre du gouvernement s'exprime un tout petit peu plus tôt dans la journée, mais on a réussi, grâce à vous, Monsieur le Préfet, et à l'ensemble des équipes, à organiser cette venue, ce qui me permet plutôt de m'adresser à vous en cette fin de journée de travaux collectifs. D'abord, qu'il me soit permis de saluer l'ensemble des députés et des sénateurs ici présents, que je suis content de retrouver. Ils sont investis sur ces questions, ils font entendre leur voix à l'Assemblée nationale et au Sénat, les élus régionaux, les élus départementaux, bien évidemment. J'ai plaisir de revoir un certain nombre de collègues présidents de départements, que j'ai bien connus, bien évidemment, à l'ADF. Saluer l'ensemble des élus municipaux et intercommunaux présents, bien évidemment, dans cette salle, et en premier chef, bien évidemment, le maire de la commune qui nous accueille en succession d'une autre maire devenue députée, qui était députée, mais qui a dû faire bien évidemment le choix conformément à la loi sur le non-cumul. Chère Annie, merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Madame la Présidente, effectivement, je sais ce que c'est que exercer le mandat d'élu local. Bon, il se trouve que je n'ai pas du tout la connaissance de ce qu'est être élu local en montagne, ça je vous le confesse bien volontiers, puisque chez moi dans l'Eure, les plateaux sont assez plats, c'est le principe d'un plateau, mais globalement, on n'a pas forcément le goût du relief, et une petite colline et quelques virages nous font vite tourner le cœur, donc en cela, effectivement, je me différencie de vous, mais quelque chose me dit que dans la philosophie profonde de ce que vous êtes et de ce pourquoi vous vous êtes engagé, nous allons nous y retrouver. Je suis content d'être là, c'est mon premier déplacement ministériel dans mes nouvelles fonctions. J'étais secrétaire d'État à la transition écologique il y a encore quelques jours. Je suis content d'être ici dans la mesure où cette association est pour moi justement l'emblème de ces espaces dans lesquels on travaille, dans lesquels on s'intéresse à des questions qui sont parfois très techniques, pas toujours grand public, il faut bien le dire pour nos concitoyens, parce que le diable se niche dans les détails, mais justement vous faites avancer les choses et vous faites bouger les lignes sur ces sujets. Il s'agit pour vous tous, quels que soient vos parcours, vos opinions, vos massifs, vos convictions politiques, de faire preuve d'unité, de consensus et de pluralité justement dans la manière de travailler. J'ai cru comprendre que ces questions de pluralité pouvaient justement créer quelques discussions ou débats aujourd'hui. Moi, je représente l'État et le gouvernement, je n'ai pas lieu de m'immiscer dans le fonctionnement d'une association, mais sachez que lorsqu'on représente l'État et qu'il s'agit de négocier des dossiers difficiles, il est agréable et confortable et serein de se dire que l'association que vous avez en face de vous représente toutes les tendances, toutes les opinions politiques, puisque c'est l'assurance, lorsqu'on se met d'accord sur quelque chose, bien évidemment, d'avancer dans le bon sens. Alors un mot, et mon propos est éminemment républicain, bien évidemment, vous vous en doutez. Un mot sur ce grand ministère d'abord, puisque c'est l'actualité aussi de la semaine de ce remaniement. L'apparition, non pas d'un ministère de la cohésion des territoires, il existait déjà avant, mais d'un grand ministère de la cohésion des territoires, avec effectivement une grosse composante logement politique de la ville, animée et dirigée par Julien de Normandie, une grosse composante collectivité territoriale, aménagement du territoire, sur lequel je suis investi, j'y reviendrai dans un instant, et puis une ministre de tutelle, Jacqueline Gourault, que vous connaissez bien, qui a été maire elle aussi, parlementaire engagée, faisant toujours preuve de mesure et de consensus et de précision dans ses propos, qui est à la tête de ce grand ministère, et qui promet justement d'avoir une vision quasiment à 360 degrés des questions qu'un élu local peut rencontrer dans sa vie quotidienne, à l'exception bien sûr des questions de sécurité qui sont toujours au ministère de l'Intérieur, mais il y a quelque chose qui se produit devant nous et qui est rare sous la Ve République, c'est que la DGCL, la Direction Générale des Collectivités Locales, une énorme direction générale du ministère de l'Intérieur, pour la première fois, cette direction générale ne sera plus sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, mais sous la tutelle du ministère des élus locaux et de la collectivité territoriale. Et ça, et de la cohésion des territoires. Et ça, bien évidemment, c'est aussi un symbole de ce qu'est vraiment la décentralisation. C'est-à-dire qu'on n'est plus forcément dans une approche de tutelle, de contrôle pur et dur de ce que font les collectivités territoriales, mais davantage dans une approche d'aménagement du territoire et de co-construction. Quelque part, c'est une transgression, un peu une disruption que le président de la République nous propose
en formant ce grand ministère. Ça sera là aussi pas grand public, c'est pas spectaculaire, mais les élus qui connaissent ces sujets, les membres du corps préfectoral qui connaissent ces sujets, savent que c'est une spécificité, et surtout elle était attendue par de nombreuses associations d'élus, notamment par Dominique Bussereau, président de l'ADF, qui souhaitait ce grand ministère. Il a été exaucé. Alors, puisque c'est la première fois que je prends la parole devant vous dans mes nouveaux habits, un mot quand même sur mon état d'esprit et sur un peu la philosophie dans laquelle on peut se situer. Moi, je suis un militant acharné de la décentralisation. J'y crois. J'y crois beaucoup. Alors vous me direz, c'est un peu la tarte à la crème que de le dire, tout le monde le dit. Mais enfin, comme j'entends beaucoup de contre-vérités sur de pseudo-intentions du gouvernement en la matière, je pense qu'il est bel et bien bon que le nouveau ministre en charge des collectivités territoriales le dise avec beaucoup de clarté. J'y crois tout simplement parce que je crois dans l'intelligence locale, je crois dans les initiatives locales, mais je crois aussi à la responsabilité locale. Au fond, le maire, c'est probablement un des rares élus de la République, les députés, les sénateurs, les conseillers départementaux, régionaux, le président de la République, les ministres aussi, mais au fond, quand même, le maire, c'est vraiment celui quand même qui est à portée d'engueulade de nos concitoyens. Et donc, cette responsabilité locale, elle est importante, elle traduit aussi un besoin de visibilité, de lisibilité sur les compétences et sur qui fait quoi. On n'a pas le temps de parler de tout ce soir, mais il est évident que cette question sera devant nous sur les travaux. Je crois aussi, malgré tout, que, et j'ai toujours dit ça à mes amis à l'ADF d'ailleurs, je crois aussi que c'est compliqué d'y arriver tout seul. Quand on veut faire bouger un territoire, pardon, même je vais commencer par le début, quand on veut faire bouger un pays, quand on veut réformer un pays, quand on veut transformer un pays, on a besoin de tout le monde. Et donc on a besoin des collectivités territoriales et on a besoin des élus locaux. Je crois que là-dessus, le message du président de la République l'autre soir à la télévision était très clair. Néanmoins, parce que j'ai été maire, quand on veut transformer sa commune, lorsqu'on veut moderniser son territoire, lorsqu'on veut faire bouger les choses, on a aussi besoin de l'État. Comme on a d'ailleurs besoin aussi du conseil départemental. Comme d'ailleurs on a aussi besoin du conseil régional. Et souvent, nous les élus, et je me mets vraiment dedans, on aime les débats sur les compétences entre nous, et je pense qu'on a bien raison de les aimer parce que c'est pas toujours bien simple et qu'il y a un devoir de simplification, j'y reviendrai, mais il ne faut jamais oublier que seul le résultat compte. À la base de tout, il y a notre concitoyen, concitoyenne, pour lequel on doit le service public et on doit le résultat. Que l'on soit président de la République, que l'on soit ministre ou maire, fondamentalement, mon argument est plein de bon sens, mais je crois qu'il faut repartir de là. Seule l'efficacité compte, et donc, moi, au bout de 3 jours à la tête de ce ministère, avec Jacqueline Gouraud, c'est fondamentalement aussi mon grand questionnement. C'est quoi la décentralisation de demain? Comment on doit travailler ensemble? Et ça, il y a ce bouquin, c'est Jean-François Gravier qui a écrit ça, je crois que c'est bien Jean-François, en 1947, qui s'appelait « Paris et le désert français ». Parce qu'à l'époque, au fond, il y avait la ville de Paris, vaguement la petite couronne, et rien pour les autres territoires. C'est d'ailleurs pour ça que de grands penseurs de l'aménagement du territoire, des associations d'élus, bref, nos prédécesseurs dans des grades et qualités différents, ont imaginé le système des métropoles, l'effet métropolitain. Aujourd'hui, on regarde ces métropoles, je vais y revenir dans un instant, avec questionnement, il faut se rappeler de l'histoire des métropoles à l'époque. C'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas que Paris, il faut imaginer des choses autour de Lyon, il faut imaginer des choses autour de Marseille, il faut imaginer des choses autour de Lille, etc. Et aujourd'hui, plusieurs années plus tard, à l'heure où les habitudes de nos concitoyens ont évolué, la relation au service public a évolué, la crise des finances publiques est passée par là, des innovations, bien évidemment, sont attendues, on constate une rupture qui est un peu différente. La rupture désormais beaucoup plus binaire, c'est entre l'hyper-urbanité et l'hyper-ruralité que bien souvent vous représentez. Et ça, c'est quelque chose qui s'impose à nous, c'est pas du tout lié aux élections locales ou nationales, c'est un phénomène lent qu'on constate depuis maintenant 30 à 40 années, sur lequel il va bien falloir se poser des questions. Et la décentralisation et l'organisation des pouvoirs publics dans tout ça, en 2018, bientôt 2019, ça doit ressembler à quoi? Comment on fait en sorte que la fracture territoriale, comme on dit si bien, ce gouffre même territorial qui s'installe, comment on arrive à le combler? C'est d'autant plus difficile que, j'en discutais avec le préfet dans la voiture, maintenant les gouffres ou les fractures,
c'est même plus entre Paris et la province, c'est même plus entre Paris, les métropoles et le reste du pays, c'est parfois dans le même département, dans les mêmes limites départementales, on a des fractures territoriales qui sont très difficiles. Et d'ailleurs, les élus départementaux et régionaux le savent bien, c'est très compliqué aujourd'hui d'élaborer des politiques publiques départementales selon que l'on s'adresse à une communauté d'agglomération, une communauté de communes, à un territoire qui est enclavé, d'autres qui le sont beaucoup moins, bref, en fonction de la géographie. Donc si je devais vous résumer mon propos, avant de rentrer dans le détail en une seule phrase, je pense qu'il ne faut pas tout réinventer, il ne faut pas chercher à réinventer la décentralisation, mais enfin quelque chose quand même me dit qu'il faut quand même tout revoir. En tout cas, tout réinterroger intellectuellement, conversation que j'ai régulièrement avec le président Larcher, tout réinterroger régulièrement pour nous assurer qu'on va dans le bon sens, et surtout, parce que c'est la seule chose qui doit compter pour nous tous, État comme collectivité territoriale, c'est qu'on ne perde pas nos concitoyens dans tout cela. Parce qu'une fois de plus, seul le résultat compte. Alors, tout revoir, en tout cas repartir peut-être de zéro dans la relation entre l'État et les collectivités territoriales, vaste programme, aurait dit le général, c'est néanmoins ce qu'un autre président de la République nous demande et me demande, c'est l'actuel, c'est donc de revisiter l'ensemble de cette relation-là, et je dois bien avouer que le modèle montagnard est un modèle éminemment intéressant pour s'inspirer de vos bonnes pratiques, de votre manière de travailler depuis maintenant 20 ou 30 ans, pour essayer justement d'élaborer des politiques publiques un peu globales. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont vos propres parlementaires en général à l'Assemblée nationale et au Sénat qui vendent ce modèle comme étant un modèle d'inspiration. Alors, s'il y a une culture pour la montagne, j'ai la faiblesse de croire aussi qu'il y a une culture chez mes collègues et chez nos collègues du littoral, qui est aussi singulière et intéressante, et il y a aussi une culture, à mon avis, à s'approprier en Outre-mer, où là aussi d'autres collègues ont dû faire face à des difficultés majeures et doivent trouver des solutions concrètes. Alors, je rentre maintenant dans le détail, après vous avoir donné un peu mon état d'esprit. J'entends dire que nous serions recentralisateurs. Bon, il va falloir le prouver quand même, parce que certains politiques nous affublent de cette attention. Je ferai remarquer que créer l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, c'est franchement pas un acte de recentralisation. Au contraire, c'est rassembler tout ce qui était part pour faire une grande structure d'ingénierie au service des collectivités territoriales, dans lequel il y aurait un représentant dans chaque département, et ce représentant serait en plus la personnalité à chaque fois du préfet, qui est quand même, vous en conviendrez, le représentant de l'État de proximité avec l'ensemble de son corps préfectoral. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, puisque vous m'y avez interpellé, donc dans mon propos, je vais commencer à répondre successivement à vos interpellations. Vos commissaires de massif, qui sont une institution et des personnes auxquelles je crois vous êtes tous attachés, ont vocation à être largement au cœur de la constitution de cette ANCT, et moi je souhaite que dans cette Agence nationale de la cohésion des territoires, pour les départements montagnards, on reparte justement de l'expérience de ces commissaires de massif pour bâtir la solution territoriale dans le cadre de l'agence pour les collectivités territoriales concernées. Les agences de l'eau, autre exemple. Ah ouais. En tant que secrétaire d'État en charge de la transition écologique, j'ai mené les assises de l'eau sur le petit cycle. On m'a confié le dossier à un moment un peu difficile, plafond mordant, ponction sur la trésorerie des agences de l'eau. Je ne refais pas le débat, j'avais complètement assumé cette décision dans l'hémicycle pour des raisons budgétaires, mais j'avais dit, écoutez, si c'est ça, on repart du besoin de travaux, on repart de la copie projet. Quel est le besoin aujourd'hui? Lutter contre les fuites, revoir la plupart des réseaux. Et là aussi, que n'ai-je entendu en disant « mais vous voulez tout recentraliser, vous voulez supprimer les agences de l'eau ». On l'a réaffirmé, on est attaché à ce système par comité de bassin qui fonctionne bien, mais je reviendrai sur la question de l'eau dans un instant. Cœur de ville, je vais signer tout à l'heure le dispositif Cœur de ville dans la ville-préfecture de ce département. Là aussi, enfin, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il faut se rendre compte de la révolution au sein de l'État de ce qu'est Cœur de ville. Avant, on partait d'un organisme. L'ADEME, l'Agence de l'eau, la Caisse des dépôts, l'ANA, Action Logement, et on faisait un appel à projet. C'est quoi un appel à projet? C'est on se met à Paris avec quelques-uns, de préférence des technos, puis on écrit un cahier des charges,
puis on envoie le cahier des charges de l'appel à projet dans les territoires, puis on demande au maire adjoint, au président de la communauté de communes, de répondre aux critères du cahier des charges, et en clair, de se couler de force dans un costume prêt-à-porter qui serait mal ajusté à son corps. Ça, c'est ce que l'État fait depuis 40 ans. C'est pas une critique. Les appels à projets ont permis de faire avancer pas mal de choses. Le plus célèbre de mon ancien ministère était Territoire à énergie positive pour la croissance verte, qui est un appel à projet qui a bien fonctionné, qui était intéressant, qu'il faudra sans doute refaire, mais encore sous une forme différente, parce que la maturité, à mon avis, des élus permet d'envisager des choses encore plus poussées en matière de résultats. Mais sauf que Cœur de Ville, c'est l'inverse. Cœur de Ville, c'est le représentant de l'État qui prend par la main des gens qui parfois n'ont pas tout à fait l'habitude de travailler ensemble et se mettent tous ensemble autour de la même table dans la famille de l'État. On prend l'ANA, on prend Action Logement, on prend la Caisse des dépôts, on prend l'ADEME, on prend bref les grands opérateurs de l'État. On va voir un maire, une équipe municipale et une communauté d'agglomération, une communauté de communes, et on leur dit « Dites-nous quel est votre projet ?» Puisqu'au fond, c'est vous, monsieur ou madame le maire, qui êtes le mieux placé pour savoir comment il faut gérer le stationnement, la sécurité, les sens de circulation, la politique commerciale, la politique de peuplement du centre-ville. C'est vous qui êtes le mieux placé pour le faire. Venez avec le projet et venez avec les fiches actions, et c'est nous, État, qui allons vous dire comment on peut vous aider, soit financièrement, soit en ingénierie de projet. Pardon, comme acte de recentralisation, c'est quand même fondamentalement nouveau que de passer d'une logique d'appel à projet un peu rigide à une logique, on repart du projet du territoire pour essayer de trouver les outils. La Banque des territoires, enfin, tous les élus qui sont ici, qui ont mené des projets un peu compliqués, notamment dans les stations de ski, sur les questions liées au numérique, sur les questions liées au logement, on sait à quel point on a besoin de la Caisse des dépôts. On a besoin de l'argent de la Caisse des dépôts, soit en subvention, soit en prêt ou prêt bonifié, mais on a besoin, bien évidemment, de la Caisse des dépôts pour travailler. La Banque des territoires, c'est une logique complètement différente. On repart des équipes territoriales de la Caisse, donc en clair, de vos besoins, pour refonder la structure. La Caisse, c'est une vieille dame, hein, elle date de Napoléon. Hein. Là aussi, c'est la première fois qu'on a une réforme aussi importante des outils de la Caisse. La Conférence nationale des territoires. Quoi qu'on en dise, c'est une vieille demande de toutes les associations d'élus. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, j'ai beau avoir 32 ans, il se trouve que j'ai quand même commencé très jeune, j'étais maire à l'âge de 27 ans, président de conseil départemental à 28 ans, donc tous mes copains à l'AMF, à l'ADF, à l'ARF, etc., je les connais par cœur. Tous ces collègues ont demandé la Conférence nationale des territoires pendant tout le quinquennat précédent. Tout le quinquennat précédent. En disant, mais c'est pas normal, surtout d'ailleurs avec le non-cumul des mandats qui s'annonçait, où le modèle du député maire, sénateur maire, etc., peut effectivement créer une petite distance entre les élus locaux et le pouvoir central à Paris, il faut un organe de dialogue où on peut travailler. La Conférence nationale des territoires y répond complètement. Même quand c'est pour se dire des choses qui ne sont pas toujours aimables, mais du moment que ce sont des vérités, qu'elles font avancer les choses dans le bon sens, on le fait. Alors oui, Madame la Présidente, moi je ne souhaite pas plus longtemps que l'ANEM soit écartée de la Conférence nationale des territoires. Donc je vous l'annonce ce soir. Je souhaite que, sur des modalités qui sont à imaginer, à vrai dire, entre nous, n'imposons pas les choses, mais en fonction de l'ordre du jour, des thématiques, de ce qui vous intéresse, bref, à voir comment on peut travailler. Mais vous avez des associations comme les vôtres, il y en a quelques autres d'ailleurs, 5 à vrai dire en tout, qui aujourd'hui sont à la porte de la Conférence nationale des territoires. D'ailleurs, si vous n'y êtes pas, c'est pas parce que l'État ne le souhaitait pas. J'arrête ma phrase ici, mais vous connaissez la réalité de cette situation. Moi, je considère qu'il n'y a pas les grandes associations d'élus généralistes et les petites. Il n'y a que des associations d'élus. Et je les respecterai et je les aborderai avec la même équité dans le dialogue. C'est bien pour ça que mon premier déplacement, il est pour vous ce soir. Donc, vous devrez faire votre entrée prochainement dans le cadre de ces instances de dialogue de la CNT, et j'y compte, et je veillerai à cela, bien évidemment. Alors, les enjeux de montagne. Je fais maintenant un focus plus précis, qui n'est évidemment pas exhaustif, puisque sinon je serai encore là demain matin, mais de tout ce que j'ai entendu, je vois bien globalement qu'on a 3 familles de thèmes, d'enjeux, sur lesquels nous avons collectivement une responsabilité. Moi, je ne me dérobe pas sur les miennes en tant que représentant de l'État, mais collectivement aussi dans toutes nos compétences qui sont les nôtres, là aussi communales, départementales, régionales et étatiques. La première des choses, elle est évidente, c'est la question du désenclavement. Je suis cohérent avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Paris et le désert français.
comment on fait en sorte que ce gouffre-là arrive à se résorber et sur lequel on arrive au fond, donc à désenclaver, au final, à recréer des accès. C'est la lutte contre l'assignation à résidence. Et d'ailleurs, c'est au final peut-être le point commun entre les politiques que mèneront Julien de Normandie sur la politique de la ville et celle que je vais mener pour la grande ruralité, c'est au fond la lutte contre l'assignation à résidence. Pour ça, il y a un enjeu majeur, et vous le savez déjà, j'avance vite sur ces sujets parce que vous les connaissez par cœur, c'est évidemment l'urgence numérique et l'accès numérique. Soit sous la composante téléphonie mobile, là aussi, il y a beaucoup de choses à faire parce que beaucoup de retards ont été pris. Vous savez que Julien de Normandie, dans ses fonctions précédentes, a pris les opérateurs de téléphonie mobile, l'ARCEP et les collectivités territoriales tout autour de la table en disant maintenant ça suffit. Sur la 4G, il y a beaucoup trop de retard dans ce pays, il faut qu'on avance. C'est pour ça que 3 milliards d'euros en maîtrise d'ouvrage privée ont été débloqués pour installer des antennes pour arriver à couvrir l'ensemble des zones blanches que nous pouvons compter sur notre territoire. Le rythme, il ne pourra pas être plus rapide que 600 sites par an, mais c'est déjà considérable par rapport au retard qui a pu être pris ces dernières années. 600 sites par an, ça veut dire que les 485 premiers sites pour cette année 2018 ont déjà été arrêtés dans un arrêté, dans une décision plutôt, une liste de juillet dernier. 141 sites sur ces 485 sont des sites en montagne. Donc là aussi, il y a un engagement, c'est que sur ces 600 sites par an, il y ait toujours une part non négligeable, et là vous voyez le ratio, 141 sur 485, qui concerne des zones blanches en montagne. Très haut débit, là aussi, vous êtes élus locaux, vous connaissez bien le sujet, alors que pendant des années, on a plutôt pris du retard sur le déploiement du très haut débit sous la maîtrise d'ouvrage public, les réseaux d'initiative publique. Il semblerait qu'aujourd'hui, en tout cas chez moi dans l'Eure, c'est comme ça, et j'ai cru comprendre que dans pas mal de vos zones, c'est pareil, ce sont plutôt sur les zones dites AMI, en clair sur la maîtrise d'ouvrage des opérateurs, sur lesquelles on commence à prendre du retard. Donc là aussi, on a missionné l'ARCEP pour qu'elle contrôle ces opérateurs dans le rythme de déploiement du très haut débit dans vos territoires. Ça sera fait. 13 millions de locaux devraient être raccordés d'ici 2020. Là aussi, on n'aura jamais avancé aussi vite sur le sujet. Ça fait un ciblage précis, 430 communes en montagne dans les 4 années qui vont venir. Création d'un guichet de cohésion numérique. Là, on est davantage sur des solutions individuelles, type satellitaire ou hertzien, pour nos concitoyens qui sont en dehors des réseaux les plus classiques. Là aussi, c'est 100 millions d'euros qui ont été annoncés sur le sujet. L'autre grande thématique sur les accès et le désenclavement, c'est évidemment l'accès aux soins, qui est une question fondamentalement difficile, fondamentalement pas récente, et qui fondamentalement ne concerne pas que la montagne, puisque malheureusement les déserts médicaux gagnent les villes, y compris les plus grandes. Seuls quelques territoires du sud de la France, au fond, échappent à la crise de la démographie médicale. Là, il y a un grand plan santé qui a été présenté par Agnès Buzyn il y a maintenant quelques jours, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a les questions de numerus clausus, il y a les questions de ces communautés de professionnels sur les territoires, où globalement on tend la main aux aides-soignantes, aux infirmiers, aux médecins de ville, à l'hôpital, on met tout le monde dans un seul et même organe, on aide financièrement les médecins, bien évidemment, de ville qui sont volontaires pour rentrer dans ces communautés, et ça permet de redéfinir un service public et une continuité de service en matière sanitaire. Là aussi, c'est un débat et un chantier qui est structurel, qui prendra du temps, et il ne faut pas promettre n'importe quoi à nos concitoyens. C'est un travail qui est lent, puisque là aussi, on en parle beaucoup depuis des années. Il y a beaucoup d'initiatives ici ou là qui sont des initiatives, intéressantes, mais sur lesquelles aujourd'hui, il faut fondamentalement fixer un cadre et une méthode, sinon on va s'éparpiller et on n'y arrivera pas. Le deuxième autre grand axe que je vois sur les politiques que nous pouvons mener tous ensemble et que nous menons déjà tous ensemble à destination des territoires et des massifs de montagne, et je viens de là où je viens, à savoir le ministère de la Transition écologique, c'est évidemment la question du défi climatique et du changement climatique sur nos territoires. Les Outre-mer français aujourd'hui sont les premiers territoires de la République à malheureusement connaître dans ses effets les plus dramatiques le dérèglement climatique, mais vous l'avez vu il y a encore quelques jours dans l'Aude, que ces phénomènes seront désormais de plus en plus violents. Mais ça, à la rigueur des phénomènes violents, il en existait déjà dans le passé, mais surtout, ils seront de plus en plus fréquents, ça c'est nouveau, et surtout, et ça vous concerne en tant que maire, dans vos responsabilités en matière de sécurité civile, ce seront des phénomènes qui seront de plus en plus imprévisibles.
imprévisible, parce que le réchauffement climatique, malheureusement, traduit ces phénomènes qui rendent la tâche pour les services de l'État plus complexe qu'avant. Et d'ailleurs, cette année, c'est la première fois que le pic du Midi n'a pas gelé pendant 108 jours consécutifs. Donc, pour tous les climato-sceptiques qui nous expliquent depuis des années que tout ça n'existe pas, on le voit bien, ça existe bel et bien. Et après les territoires ultramarins, j'ai la faiblesse de penser que ce sont justement les collectivités du littoral et de la montagne qui vont être les premières confrontées à cette réalité-là. Érosion du trait de côte, submersion marine pour les uns. On a connu Xynthia en Vendée, en Charente-Maritime, il y a maintenant plus de 10 ans. Et évidemment, toute la question de la fonte des glaces et des avalanches en territoire de montagne. Je cite cet exemple-là. Il y en a d'autres, mais ce sujet est important. Je me suis passionné pour ça lorsque j'étais secrétaire d'État à la transition écologique. Ça pose la question, et là je souhaite qu'on puisse travailler ensemble sur ce sujet, Madame la Présidente, mais sur les plans de prévention des risques naturels, qui sont parfois vécus par les collègues élus locaux comme des contraintes dures à aménager par les services de l'État, mais en même temps, quand il se passe des drames comme ceux que nous venons de vivre dans l'Aude, on voit bien quand même que tout ça n'est plus du tout pour rire. Donc là aussi, il faut qu'on arrive à se fixer un cadre de travail qui permet d'avancer sur ces PPRN, avancer sur la question de la connaissance. Sachez que l'ONF, le CEREMA, l'IRSTEA, les agences de l'eau financent beaucoup d'études aujourd'hui pour observer avec Météo France et d'autres organismes ce phénomène de fonte des glaciers. J'étais en Isère il y a maintenant quelques semaines avec toi, Marie-Noëlle, on a pu justement s'en rendre compte. Et là aussi, j'aimerais qu'on mette cette question un tout petit peu au cœur de nos travaux, puisque ça posera bien évidemment la question de la doctrine d'emploi future du fonds Barnier, qui est le fonds, bien évidemment, qui permet aux collectivités territoriales d'intervenir sur la question de la prévention des risques naturels. Donc là aussi, il faudra y travailler. Mais la transition écologique, il ne faut pas la voir qu'en défensif, il faut aussi la voir à l'offensive. Surtout dans les territoires de montagne. Ça pose toutes les questions et tous les défis qu'on peut relever sur l'énergie. C'est la première des choses. Déjà dire que le gouvernement, comme le président de la République s'y était engagé, va augmenter chaque année le fonds chaleur de l'ADEME. C'est un fonds qui est assez populaire chez les collègues élus, puisque ça vous permet de financer des travaux de rénovation énergétique ou de nouvelles productions d'énergie dans vos collectivités. Il y a des enjeux importants dans les territoires de montagne sur les énergies renouvelables, notamment le solaire, sur lequel nous avons pris des mesures importantes en aide financière et en simplification réglementaire. J'ai cru comprendre qu'une simplification supplémentaire était attendue en montagne, autour notamment des refuges, pour équiper ces refuges en panneaux solaires. J'ai passé des instructions à la Direction générale de l'énergie et du climat hier après-midi sur le sujet pour qu'on puisse rapidement, en lien avec vous, prendre les mesures qui s'imposent et qui permettent d'avancer dans le bon sens. L'eau, j'en parlais tout à l'heure. C'est vrai que la manière dont on a démarré entre l'État et les collectivités territoriales sur l'eau n'était peut-être pas la plus heureuse il y a 1 an et demi. Je pense que celles et ceux qui ont travaillé à mes côtés, et j'en vois certains ici au premier rang, je regarde Loïc entre autres, savent que les assises de l'eau ont permis réellement de relever le challenge. 2 milliards d'euros ont été mis sur la table pour la rénovation des réseaux d'eau uniquement pour les territoires ruraux. Uniquement pour les territoires ruraux. 2 autres milliards sont mis sur la table pour les travaux de droit commun qui concernent tous les autres territoires. Donc là, moi, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse et qui me passionne. C'est cet argent qu'on a mis sur la table, est-ce que maintenant on est capable de l'utiliser et de l'employer? Moi, quand j'étais maire, quand je demandais une subvention à l'agence de l'eau, je ne savais pas d'ailleurs très bien à qui m'adresser. J'envoyais donc un dossier à Rouen, ce qui, quand on est à Vernon, semble être le bout du monde. Et puis, quelqu'un de Rouen, 3 semaines, 1 mois après, qui était globalement le directeur adjoint de l'agence de l'eau, me signait un courrier pour me dire que globalement, je n'avais pas le droit à ma subvention, ou j'avais le droit à tant plutôt que tant. Je n'avais même pas le droit de râler, parce que quand je ne suis pas content de la DETR ou de la TSIL que mon préfet m'octroyait, je savais où trouver mon préfet, parce que lui aussi, le préfet, quand même, il faut bien le dire, est à portée d'engueulade pour les élus locaux. C'est moins vrai de d'autres organismes de l'État, il faut bien le confesser. Mais je disais, tiens, c'est quand même bizarre, parce que ça paraît quand même loin des élus locaux, ces affaires d'eau potable ou d'assainissement. Puis quand je me suis retrouvé au gouvernement, j'ai voulu commencer à m'occuper des assises de l'eau. Puis là, pas mal de collègues élus m'ont dit « Ouais, faut surtout pas toucher à ça,
L'eau, c'est une compétence très locale, c'est vraiment le parlement de l'eau dans les territoires, etc. Ben, je me dis, c'est formidable, cette affaire. Quand je suis maire, je trouve que ce truc-là est trop haut, j'arrive pas à le voir, et quand je deviens ministre, on m'explique que c'est trop bas, j'arrive pas à le voir non plus. Alors, le Normand étant de bon sens, on a remis justement les agences de l'eau au milieu du village pour faire en sorte désormais d'avoir des produits en lien avec la Caisse des dépôts qui soient complètement adaptés à vos besoins, et ce, quelle que soit la taille de la commune, quelle que soit la qualité ou la nature de l'autorité qui gère l'eau, à bon entendeur. Cet argent-là, maintenant, la vraie question, c'est ce qu'on arrive à le dépenser ou pas. Parce qu'on sait très très bien qu'aujourd'hui, dans notre pays, bien qu'il y ait beaucoup moins d'argent qu'avant, on a beaucoup de fonds qui sont perdus. Et moi j'ai demandé, et je le ferai de manière transparente, chaque mois, à ce qu'on fasse un point sur la consommation de ces subventions de l'État qui sont proposées aux collectivités territoriales et dont malheureusement l'argent est perdu parce qu'on n'a pas forcément réussi à le dépenser. Et ça, c'est une responsabilité qu'on a collectivement, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, l'argent part toujours de la même poche, celui du contribuable. Et en l'occurrence pour l'eau, le contribuable consommateur d'eau. Voilà, je ne suis pas plus long sur cette question de la transition écologique, mais je crois qu'elle constitue des opportunités majeures. Et j'en profite, parce que je ne serai pas complet avec Marie-Noëlle, pour dire que dans le cadre de mes anciennes fonctions, je reste un militant fort de l'hydroélectricité en montagne, et il faut que nous continuions notre effort collectif auprès de la Commission européenne à Bruxelles pour protéger notre modèle français, qui, vu de Bruxelles, est un modèle original, mais vu de chez nous, est un modèle qui nous semble bel et bien bon. Donc avec tout ce que vous connaissez, sur la capacité de mettre justement ces concessions dans des sociétés d'économie mixte portées par les collectivités territoriales, être en capacité de garantir l'unité des vallées quand il y a une expression, une volonté de maintenir bien évidemment cette unité. Et puis bien évidemment, parce que j'aime cette entreprise, qui est une belle entreprise française, qu'EDF ne soit pas disqualifiée. C'est pas parce qu'on fait de la mise en concurrence que forcément la plus grande entreprise française en matière d'énergie doit être mise de côté dans le cadre de ces mises en concurrence. Je voulais vous le dire, même si je ne suis plus complètement en responsabilité sur ces questions, j'en suis devenu un grand militant. Dernier grand axe sur lequel je souhaite qu'on puisse travailler tous ensemble, c'est évidemment la question de la simplification, de l'adaptation et de l'expérimentation. Bon. Faut qu'on se dise quand même aussi 2-3 vérités sur le sujet. Évidemment, des choses avancent. Hein. Clairement, le droit d'alerte de la commission permanente, dans le cadre du Conseil de la montagne, le fait que Joël Giraud se soit bien emparé de cette question-là en lien avec vous tous. Typiquement, c'est pour ça qu'hier dans l'hémicycle, j'ai pris la parole sur le décret sur les pneus neige, parce que véritablement, je veux qu'on avance et je veux vite que l'on montre que tout ça, c'est concret, que ça avance, y compris pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Enfin, il faut quand même qu'on se dise la vérité. Quand on parle de simplification, d'adaptation, d'expérimentation, tout le monde est d'accord, mais lorsqu'il s'agit de trouver des exemples concrets pour le faire, c'est parfois un peu plus difficile. Et d'ailleurs, parce que moi aussi, même si je ne suis pas montagnard, j'aime bien le discours franc, ça peut être difficile pour l'État et ses services. C'est souvent aussi difficile pour les élus locaux et leurs services. Quel exemple? Parce que l'expérimentation, ça veut dire déroger. Simplifier, ça veut dire abandonner quelque chose, une règle, une norme. Ça veut dire libérer. Quand on libère, parfois on protège un peu moins. Quand on veut protéger un peu plus, on libère un peu moins. Donc l'expérimentation, la simplification et l'adaptation, en fait c'est possible si ça se fait clairement, et si possible, si personne ne se défausse de ses propres responsabilités. Parce qu'il faut bien que quelqu'un soit responsable à un moment donné. Quand on prend une mesure pour libérer des choses en matière, par exemple, d'urbanisme, pour prendre un exemple récent sur lequel vous avez travaillé avec nos prédécesseurs sur cette question, bah oui, si on libère un peu la marge de manœuvre d'appréciation du maire sur telle ou telle décision d'urbanisme, il faut être bel et bien sûr que, bien évidemment, le collègue maire en question, il assume cette nouvelle responsabilité qu'on lui donne. Parce que moi, quand j'étais maire, quand je vous dis que je suis militant de la décentralisation, quand j'étais maire, j'aimais pas beaucoup quand même qu'on vienne se mêler de mes propres compétences. Parce qu'il n'y a rien de pire dans la décentralisation qu'une compétence qui n'est pas exercée par une collectivité territoriale. Parce que là aussi, toutes les collectivités ne se valent pas. Tout simplement parce que toutes les gestions ne se valent pas. Si toutes les gestions locales se valaient, il n'y aurait pas d'élection municipale tous les 6 ans. Il n'y aurait pas de compétition, il n'y aurait pas eu de liste contre vous. Donc ça veut bien dire que toutes les gestions ne se valent pas. Et donc, dans cette affaire de simplification, d'adaptation et d'expérimentation,
Il faut une bonne dose de courage collectif, parce que d'ailleurs, il faut l'assumer auprès des tiers. Les tiers, c'est les entreprises, les concitoyens, les associations, bref, tous ceux qui peuvent parfois avoir un désintérêt à nos mesures à nous de simplification ou d'expérimentation. Je le pose là comme ça, mais je pense que c'est utile de se le dire. Alors, je pense aussi que cette question de simplification, elle doit bien évidemment comprendre une dimension de droit européen en la matière. Je faisais allusion aux concessions hydroélectriques il y a un instant. C'est vrai également de d'autres thématiques, y compris d'ailleurs sur les fonds structurels européens, FEDER, FEADER, etc., FSE, sur lesquels on peut avoir des autorités de gestion de ces crédits en proximité, notamment les conseils régionaux, parfois les conseils départementaux ou les services de l'État. Néanmoins, si on veut continuer d'adapter les choses au massif montagnard, notamment avec une dimension transfrontalière, il faudra là aussi continuer, à mon avis, à imaginer les choses, parce que, vu de chez nous, ici, ça paraît évident, vu de Bruxelles, c'est parfois un chouïa moins évident, et donc il faut savoir bâtir de nouvelles dynamiques sur le sujet. Alors, il y aura un grand moment important, mesdames, messieurs les députés et sénateurs, ça sera bien sûr la réforme constitutionnelle avec ce qu'on appelle la différenciation. La différenciation, c'est un morceau important parce qu'en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous voudriez plein de choses et je les voudrais qu'on ne pourrait pas les faire parce que ça ne serait pas forcément constitutionnel. Et il y a un grand principe dans notre pays qui date bien évidemment de la Révolution française, c'est notre modèle d'État-nation, qui fait qu'on est fondamentalement attaché à l'égalité. C'est d'ailleurs un principe républicain qui fait partie de notre devise. Et donc, comment on arrive à se différencier, en clair, à comprendre que la Corse, c'est pas franchement l'Alsace, qui n'est pas franchement l'Eure, pour des raisons évidentes, sans rompre pour autant avec le principe d'égalité. Voilà, c'est ça le nœud de la réforme constitutionnelle. On ne casse pas ce grand principe d'égalité républicaine. En tout cas, moi, je suis attaché au modèle de l'État-nation. Je suis décentralisateur, mais je crois à l'État-nation. Et en même temps, arriver quand même à donner un tout petit peu de liberté au territoire pour que les collectivités, l'intelligence de terrain puissent se faire. Ben ça, là aussi, hein, messieurs les députés, mesdames les députés, pardon, mesdames les députés, messieurs les députés, mesdames les sénateurs, messieurs les sénateurs, c'est un vrai gros boulot en amont du débat au Parlement que de voir comment concrètement dans vos propres territoires cela pourrait s'appliquer. Et je crois que là aussi, l'ANEM peut avoir un rôle majeur à jouer sur la différenciation appliquée à la montagne. En tout cas, mesdames, c'est une piste que je mets là aussi sur la table pour travailler. Voilà, je ne suis pas plus long. Je voulais vous parler, et je voulais aussi vous parler franchement. Je pense l'avoir fait. On ne sera peut-être pas toujours d'accord avec tout, ou sur tout, mais je pense au fond qu'au regard de la situation dans laquelle se trouve notre pays, qu'on aime tous profondément, j'ai la faiblesse de penser qu'on a une responsabilité collective, que l'on soit membre du gouvernement, président de la République ou élu local, c'est qu'on a un pays à tenir. Et ça, j'ai la faible intuition, la forte intuition, enfin la faible intuition de manière rhétorique, qu'on ne pourra le faire que tous ensemble. Merci à tous pour votre accueil. Bien, mesdames et messieurs, vous voyez que Monsieur le ministre n'est en poste que depuis 2 jours, mais il a embrassé la plupart des thématiques qui nous importent d'une façon extrêmement brillante. Je voulais vous inviter, avant le dîner de gala, et avant que Monsieur le ministre ne parte à Besançon, où il a un autre rendez-vous officiel, à vous rendre à nouveau dans le hall, dans la grande tente, sur la place de la Halle, là où il y a les opérateurs, où Monsieur le ministre passera parmi vous avant de nous quitter. Mais je voudrais, avant de vous laisser partir, que nous fassions de chaleureux applaudissements à Monsieur le ministre pour le remercier de sa venue à Morteau.